mon alcoolisme, il est solitaire, c'est qu'à un moment donné, je préférais même ne plus aller en soirée et rester chez moi pour boire ma bouteille d'alcool. En tout cas. On trinque pour une bonne nouvelle, une naissance, la validation d'un diplôme. On trinque à sa santé, à celle des autres. On boit parce qu'on a passé une bonne journée ou au contraire que celle-ci a été stressante, épuisante. On boit un grand verre pour oublier. Et parfois, sans s'en rendre compte, on glisse doucement vers l'alcoolisme chronique et l'addiction. À titre d'information, on boit 11,7 litres d'alcool par an et par personne en France. C'est énorme. On voit à quel point l'alcool est omniprésent dans notre société. Et on banalise son usage constamment. Allez, tu prendras encore un petit verre. Alors que l'alcoolisme est une addiction parfois mortelle. On dénombre 41 000 décès chaque année liés à l'alcoolisme. C'est également la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Cette addiction peut toucher tout le monde. Et même certaines personnalités ont témoigné souffrir de cette addiction, comme Bradley Cooper, Anthony Hopkins ou encore Ben Affleck. Alors vous l'avez compris, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de ma série consacrée à la santé mentale, où on déconstruit les idées reçues et on parle ouvertement dans ce qui se passe dans notre tête. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, déjà notre experte du sujet, addictologue, Katie Deléris. Merci Marine pour l'invitation. Avec grand plaisir, Katie. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Caroline, qui a accepté de venir témoigner de son rapport compliqué avec l'alcool. Merci d'être là. Merci à toi. Oui. Surtout, je sais que tu viens un peu de loin, alors voilà. Merci de nous avoir rejoints ici. Quand est-ce que ça a commencé pour toi, ce lien problématique avec l'alcool ? En fait, c'est pas tout de suite en fait que je m'en suis rendu compte. C'était au fur et à mesure des années. Ça a commencé, donc là on est en 2024, ça a commencé en 2018. Après plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie personnelle, plusieurs malheurs, plusieurs souffrances. Ça a été un petit verre, en tout cas des verres le week-end, tout ça au fur et à mesure. Et je m'en suis vraiment rendu compte, bizarrement, c'était en janvier 2022. Il y a toujours dans les médias Dry January. Et je dis, ah bah oui, en fait, je vais essayer de le faire. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, en 2021, ça n'a pas été super, vraiment. Et je vais essayer. Et en fait, au bout du 2 janvier, j'y arrivais plus. Et t'as essayé en fait d'arrêter. J'ai essayé d'arrêter. Mais en 2 jours, c'était déjà insupportable. C'était fini, je tremblais, j'étais pas bien, j'avais le cœur qui serrait, tout ça. Et je me souviens, le 3, à midi, j'ai été chercher une bouteille, et puis voilà. Et là, je me suis dit, c'est bon, en fait, tu l'es, allez, on part. Et donc là c'est parti. Là, j'ai vraiment... j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais réellement un problème, que j'étais dépendante de l'alcool et que je pouvais pas m'en sortir. Voilà. Et s'en est suivi après, du coup, des mutilations. Voilà. Ah oui, ça t'a amené à... Oui, parce que d'autres choses, parce que c'est ça, des mécanismes. Bon, maintenant, j'ai été suivie en fait pendant 2 ans. Et oui, les mécanismes, ça a été l'alcool pour pallier à ma souffrance. Et ensuite, l'alcool ne suffisait plus. Donc ensuite, ça a été les mutilations. Donc bizarrement, c'est pas du marketing, mais quelque chose, une campagne de com de la société qui m'a fait rendre compte que oui, j'avais un problème avec l'alcool en tout cas. Tant mieux. C'est, comme tu dis, ces campagnes marketing, ou en tout cas, c'est ces moments un peu de pause, ça existe aussi avec la cigarette, permettent justement aux gens d'essayer, d'arrêter, d'avoir cet effet un peu de groupe, où on se dit, allez, on arrête tous ensemble. Et toi, ça t'a permis d'avoir ce déclic. C'est dur de se rendre compte qu'on est addict à l'alcool ? Ouais, parce que l'alcool, c'est tellement banalisé dans notre société, surtout en France. On est quand même un pays où on cultive du vin, donc c'est très culturel. On baigne dans l'alcool, entre guillemets, quoi. Et du coup, on ne se rend pas compte que nos consommations dérivent progressivement. Et de toute façon, dans les addictions, quoi qu'il arrive, peu importe la substance, il y a ce qu'on appelle le déni aussi. On pense tous maîtriser sa consommation. On se dit tous, tiens, je vais pouvoir arrêter quand je veux, c'est que là je suis juste fatiguée, je me prends un verre pour me redonner de l'énergie, ou là tiens je fête ça avec un tel ou un tel, et en fait on se laisse déborder comme ça progressivement.
Justement, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre une consommation d'alcool occasionnelle, sans risque, et une consommation risquée, chronique? Il y a quand même des seuils, des nombres de verres. Oui, alors déjà, il y a des recommandations. Donc les recommandations officielles, c'est 2 doses d'alcool maximum. Ça ne veut pas dire minimum, 2 doses d'alcool maximum par jour et pas tous les jours. On recommande 10 verres maximum par semaine. Donc en gros, ça veut dire 2 journées d'abstinence. D'accord? Et j'insiste sur 2 doses d'alcool parce que c'est quoi une dose d'alcool? C'est les doses réglementaires des bars. Exactement. Quand on prend une pinte de bière à 5 degrés, c'est déjà 2 doses d'alcool. Donc quand on a pris une pinte de bière, on a déjà notre alcool de la journée. Voilà, pas plus. Oui, au-delà de ces recommandations, on prend des risques sur sa santé. Voilà, des risques pour le foie, pour la santé en général. Donc, il faut respecter effectivement ça. Alors après, il peut y avoir des consommations à risque. Par exemple, le binge drinking, je vais m'alcooliser énormément le week-end. Si on fait ça chaque week-end, ça peut nous poser question. Quel est le rapport que j'ai avec l'alcool? J'en ai besoin pour m'amuser, pour faire la fête le week-end. Chaque week-end, j'arrive pas à passer un week-end sans boire de l'alcool. Déjà, ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'on n'a pas un rapport sain avec l'alcool. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser quand on veut voir là où on en est avec l'alcool. Il y a un test, d'ailleurs, qu'on peut faire. C'est le test FACE. Et avec des questions, on a un score et ça peut nous mettre justement face à notre consommation, se dire « Ah, j'ai peut-être un problème avec ma consommation d'alcool. » C'est une auto-évaluation. Oui. Ok, très bien. On partagera le test. Du coup, Caroline, tu consommais comme ça régulièrement, tous les jours combien de verres? C'était pas des verres, c'était des bouteilles. Je consommais en fait 2 bouteilles de vin par soir. En fait, du coup, un soir, je buvais. Et le lendemain, du coup, j'avais la cuite en fait, donc parce que j'ai la gueule de bois, j'allais travailler, du coup je me traînais, enfin bref. Et donc le soir d'après, là j'étais pas bien, j'étais malade, donc je ne buvais pas et je recommençais le lendemain, sauf le week-end où là, comme je pouvais me reposer le matin, j'essayais d'attendre 11h midi, et puis hop, je partais pour l'après-midi et la soirée. Voilà. Donc 2 bouteilles de vin et puis après j'ai voulu changer et je suis partie sur le crément. Voilà. Je dis ça, c'est parce que c'est des choses maintenant qui sont impossibles pour moi à boire, dans le sens que à Noël, ma mère m'a acheté du crément sans alcool. Je n'ai pas pu le boire. Parce que ça te replonge en fait dans... Complètement, j'ai l'impression de le boire en fait. Donc de la bière, je peux le sentir, parce que ça n'a pas été ma consommation, même si je ne vais pas le boire, mais je peux le sentir comme ça, tout ça. Mais c'est vrai que du vin ou du crément, ça, faut pas qu'il y en ait comme ça dans mon nez en tout cas. Voilà. Avant d'en arriver là, avant d'arriver dans l'alcoolisme, tu as commencé à plus petite dose. L'alcool est entré comme ça de manière progressive un peu dans ta vie? Oui, après c'était juste, je sortais, je buvais comme tout le monde, mais ça n'a jamais été un problème. Moi, mon alcoolisme, il est solitaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, je buvais en rentrant du travail le petit verre pour décompresser, parce que comme tout le monde, il y a la journée de travail. Mais en fait, je ne pouvais pas m'arrêter un seul verre. J'étais dans mon appartement, toute seule, face à mes souffrances, face à mes blessures. Et du coup, je buvais et voilà, il y avait ma soirée qui s'annonçait. Et je me suis dit, il faut que je passe le temps. Donc, et en fait, mon alcoolisme, il est solitaire. C'est qu'à un moment donné, je préférais même ne plus aller en soirée et rester chez moi pour boire ma bouteille d'alcool. Ah ouais. T'étais seule et donc tu souffrais et donc t'as cherché de l'aide auprès de l'alcool. Et après, cet alcool t'a isolée aussi encore plus. Oui, voilà, en fait, à un moment donné, donc l'alcool, c'est ma béquille, je le sais. Je sais que quand je vais pas bien, encore maintenant, une petite contrariété, alors que maintenant, ça va beaucoup mieux, je suis guérie, tout ça. Une petite contrariété, une petite mauvaise nouvelle, et ouais, ça va, le cerveau, ça va s'alerter. Et... T'as pas réussi à trouver de l'aide dans d'autres supports
de l'aide auprès de médecins, de l'aide auprès... Je veux dire, quand tu étais en souffrance, Quand que tu t'es tournée vers Alors, l'alcool. comme je disais, donc l'alcool, c'est une partie de. J'étais très. En fait, je prenais beaucoup de médicaments aussi à l'époque. J'étais en pleine dépression, mais je le savais pas en fait. On ne sait pas tant qu'on n'est pas guéri. En fait, on ne sait pas qu'on a été en dépression. Enfin, en tout cas pour ma part. Et un jour, j'ai tapé à la porte. Je m'étais encore mutilée la veille. Et c'était en mars 2022. J'ai tapé au CMP, les centres médicaux psychiatriques de ma ville. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit, mais aidez-moi en fait. Il y a une infirmière qui m'a pris parce qu'il y a d'un délai très fort pour avoir un psychiatre, pour avoir un psychologue, tout ça. C'est ça un des problèmes. Et oui, mais j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur quand même. En tout cas, à distance, la psychiatre m'a donné les ordonnances et ensuite j'ai été suivie par un psychiatre, une psychologue. Mais par contre, pour l'alcool, il y avait trop de délais en fait pour avoir un addictologue, trop de délais, et il fallait absolument régler ce problème-là, donc je me suis tournée vers l'hypnothérapie. D'accord. Et c'est grâce à ça que je m'en suis sortie en tout cas pour l'alcool. Ouais, il y a plusieurs manières d'avoir des soins. On peut être accompagné vers le sevrage par divers types de professionnels et divers moyens. Tout à fait, il n'y a pas une solution. Faut voir ce qui convient le mieux au patient. Après, il faut faire quand même très attention avec le sevrage d'alcool parce que c'est un sevrage qui peut être mortel. On peut faire ce qu'on appelle le délirium tremens. Donc c'est pour ça, mais j'imagine qu'il y avait certainement plein de médecins, psychiatres qui la surveillaient. Donc même s'il y avait l'hypnothérapeute, tout le monde devait parler ensemble et il n'y avait pas de souci. Mais il faut faire très attention à ça parce que ça peut avoir des conséquences mortelles. Parce qu'on a l'impression de se dire je vais arrêter l'alcool, ça va aller mieux. Mais non, on peut mourir de ce sevrage, donc il faut faire très attention. Donc en fait, quand on arrête de consommer la substance, on développe un syndrome de sevrage avec plein de symptômes très désagréables, bon, déjà un mal-être, ça peut être des nausées, des tremblements, de l'agitation. De l'agitation, voilà, une irritabilité très forte. Et c'est ce qui amène du coup à reconsommer aussi le produit alors qu'on avait envie d'arrêter, enfin d'essayer de s'en éloigner. Mais c'est ce qu'elle dit très bien, au bout de 2 jours, elle se sentait pas bien et on ne voit plus qu'une seule solution pour aller mieux, c'est de reconsommer. Oui, en fait, moi, pour le coup, le corps me réclamait, en fait. Me réclamait cette dose d'alcool. C'est la vraie dépendance physique. Voilà. Oui. Quelles sont les solutions quand on identifie qu'on a des symptômes comme ça de sevrage? Déjà, toi, ça a été une prise en compte du fait que tu as une addiction. Et qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. Je pense à son médecin généraliste en premier. Soit le médecin généraliste se sent d'accompagner son patient, et là, c'est très bien. Soit il va orienter en addictologie. Parce que pour le sevrage de l'alcool, il y a effectivement une psychothérapie, mais il y a des traitements qu'on peut mettre en place. Au départ du sevrage, on peut mettre certains benzodiazépines qui vont aider justement à calmer les symptômes de manque. Et puis après, il y a aussi plein d'autres traitements. Des traitements qui vont diminuer le craving, des traitements qui vont couper l'envie de boire. Et une fois que le sevrage est fait, il y a aussi d'autres traitements pour maintenir l'abstinence. C'est pour ça qu'il faut en parler à son médecin traitant, qui peut orienter vers un psychiatre, qui va justement gérer toute cette partie traitement. Et à côté, on peut aussi renforcer tout ce qui est thérapie comportementale. Là, il y avait de l'hypnothérapie. Il y a tellement de choses à mettre en place. Ça va être voir quel outil va correspondre le mieux au patient. Donc finalement, tu n'as pas fait de thérapie comportementale, tu as une très bonne hypnothérapeute qui t'a aidé complètement à t'en sortir. C'est ça. Et en fait, je rebondis à ce que vous avez dit, c'est que j'ai eu quand même une addictologue au téléphone qui m'a proposé un passage en clinique pour être sevrée avec des médicaments, tout ça. Et moi, personnellement, ça m'a fait peur parce que l'hôpital, la clinique, c'était vraiment... je me souviens... au téléphone, elle me dit vous allez être enfermé en clinique en 1 semaine et puis on va vous donner les médicaments et puis après. Moi, ça m'a vraiment. C'est vrai que l'hôpital, addictologie, hôpital psychiatrique, c'est encore connoté trop négativement et ça peut vraiment faire peur. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit non. Comme je disais, peut-être qu'il faudra peut-être un jour que j'y revienne à ça parce que c'est quelque chose finalement qui n'a pas été vraiment réglé parce que je ne me suis pas concentrée sur ça, ça a été un tout. Mais c'est vrai que moi, ma psychiatre, elle m'a tellement bien entourée que je pense que oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, voilà, dans la guérison en tout cas.
Comment on fait pour trouver un addictologue du coup? Alors soit c'est le médecin généraliste qui oriente, il y a aussi... Alors, il y a des addictologues en libéral, mais sinon dans les hôpitaux, dans des cliniques, on trouve effectivement des addictologues. Et justement, dans les services d'addicto, on est très complémentaires. Généralement, il y a les psychiatres, il y a tout corps de métier de santé qui font qu'on va prendre en charge globalement le patient. L'alcool, tu l'as dit, il t'a aidé à apaiser un petit peu ton mal-être, il te permettait de te décontracter un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres effets que tu allais rechercher dans l'alcool? En fait, aussi, je buvais, c'était aussi parce que donc, je souffrais, mais je voulais pas montrer aux autres que je souffrais. Et par exemple, quand je partais en soirée, tout ça, je buvais je buvais avant pour pouvoir déjà, en fait, mettre j'appelle ça le masque de la comédie. C'est mettre ce masque pour montrer à tout le monde que je vais bien. Vous avez toujours la Caroline que vous avez toujours connue. Et même en fait le lendemain pour aller travailler, je buvais pas le matin, je buvais le soir, mais pareil, tout va bien, donc allons-y. Je bois en fait pour cacher en fait tout ce qui est à l'intérieur de moi. Ouais. C'est la désinhibition un petit peu. Ouais, c'est ça, quoi. C'est surtout que ça permet d'oublier un peu ses problèmes, de les faire taire. Et puis, il n'y a que le côté alcool où justement on est désinhibé, je rigole, je suis joyeuse, etc. Mais au fond, ça cachait derrière ce masque un vrai mal-être. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que l'alcool, c'est festif. Mais le revers de la médaille, c'est souvent quand on commence à utiliser l'alcool pour gérer ses émotions, et notamment ses émotions type tristesse, peur, etc. C'est là où peut se creuser justement le terreau de l'addiction. On le sent quand même, un lendemain d'une soirée un peu trop arrosée, on sent quand même qu'on est triste, qu'on n'est pas bien. On sent quand même les effets c'est comme un mini sevrage très léger, quoi. Mais puis on n'est pas bien, de toute façon. Un petit bad un peu quand même le lendemain. De toute façon, on n'est pas bien. Déjà, on a mal à la tête, c'est ce qu'elle disait, hein, la gueule de bois, etc. Et ça, c'est important, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle disait qu'elle buvait beaucoup un soir, et puis le lendemain, du coup, il fallait quand même se remettre. Elle ne buvait pas le lendemain, puis elle rebuvait le surlendemain. Et ça, c'est important de dire que l'alcoolisme, ce n'est pas forcément boire tous les jours. On peut gérer, c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment le rapport qu'on a avec l'alcool. Il faut regarder la globalité. Ouais, si on arrive à s'en passer ou pas. Moi, je me suis rendu compte dans mon anémie, à un moment, que je consommais de l'alcool tous les jours, mais sans en avoir ni envie ni besoin, mais par contexte, parce que j'étais toujours invitée dans des restaurants, dans des belles soirées. C'est une forme d'alcoolisme, c'est l'alcoolisme mondain. Oui, on se rend pas compte. C'est une porte d'entrée aussi dans l'alcoolisme. Ça peut être une porte d'entrée. Voilà, quand on commence à consommer de l'alcool, alors on a tous un terrain génétique, gestion des émotions qui est différent. Et effectivement, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans l'alcoolisme par cette voie-là. Donc il faut faire très attention. C'est vrai qu'en France, c'est très culturel. On t'invitait au restaurant, on fêtait quelque chose, ça peut être le vin, le champagne, etc. C'est pour ça que c'est important aussi de dénormaliser l'alcool. Non, on peut très bien fêter quelque chose sans pour autant sortir une bouteille de champagne, sans pour autant avoir de l'alcool. Et c'est vrai que... faire la fête sans alcool. Oui, et c'est un bon moyen de faire le dry January, de voir son rapport qu'on a avec l'alcool. Tiens, je vais faire un mois sans alcool. Donc, dans le mois, généralement, je vais être invitée au restaurant, je vais être invitée peut-être dans un bar. Comment ça se passe, mon rapport, moi? Est-ce que je suis capable de faire une soirée sans alcool? Et c'est bien de se questionner. Ouais. J'étais aussi avec quelqu'un qui ne buvait pas du tout d'alcool. Et c'est vrai qu'on peut pousser à la consommation sans s'en rendre compte parce qu'on a des comportements, des petites réflexions qui sont ancrées, qu'on a toujours entendues. Et on ne se rend pas compte en fait de l'impact qu'ils ont, ces comportements, de dire tu prendras bien un verre, t'es pas drôle, tiens si tu bois pas. Et mon ex-conjoint, c'était ça, c'était vraiment... il buvait pas du tout, mais il en avait marre qu'on lui dise toujours, qu'on lui propose toujours à boire. Mais c'est pour ça qu'il faut déconstruire, parce que effectivement, c'est tellement culturel en France que
On a très vite dit « Oh, mais t'es pas drôle !» Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'alcool pour être drôle ? Drôle, c'est une personnalité, ça n'a rien à voir avec l'alcool. En fait, l'alcool va juste, effectivement, désinhiber, donc les gens timides vont peut-être plus se lâcher. Mais ça, c'est justement si dès le plus jeune âge, on renforce ses compétences psychosociales, estime de soi, voilà. Ouais, on apprend à se libérer. Confiance en soi, on arrive à se libérer. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ça et de développer ça dès le plus jeune âge. Ça devait être dur, ça, pour toi, quand t'étais... Justement, je voulais vraiment rebondir là-dessus. Et c'est vraiment... en fait, il y a le combat pour arrêter, mais il y a surtout aussi le combat permanent de tous ces gens qui disent oui, pourquoi tu bois pas, t'es pas amusante, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment injuste parce que donc il y a toutes ces formes d'addiction. Quelqu'un qui va arrêter de la cigarette, il va arrêter la cigarette, on va pas l'embêter. Parce que je parle de cigarette parce que c'est quelque chose qui est très social. Je veux dire, l'addiction à la nourriture, tout ça, ça on peut le faire chez soi, tout ça. Ou au jeu, pareil, on n'est pas obligé de le savoir. Mais bon, la cigarette, l'alcool, c'est quand même dans des milieux festifs, c'est pas la même chose. Et la cigarette, ok. Par contre, l'alcool, ça va être vraiment, ça va être tout le temps en fait, tout le temps. Pourquoi tu bois pas ? Oui, mais un petit verre. Il va falloir expliquer par A plus B. Et du coup, raconter mon histoire alors que j'ai pas forcément envie de le raconter. J'ai envie de le garder pour moi. Bon, c'est un peu bizarre ici, mais j'ai envie de le garder pour moi. Et il y a une soirée, j'ai dû raconter. Oui, pourquoi je bois pas ? Non. Parce que t'en avais marre, tout simplement. C'est ça. Et vraiment, on sent mon exaspération parce que c'est vraiment compliqué. Vraiment, d'arrêter déjà, c'est compliqué parce que, comme je dis, le corps en a envie, mais c'est aussi compliqué d'avoir une vie sociale sans alcool. Moi, pour ça, j'ai déjà, avec ma dépression, j'avais plus de vie sociale, donc ça va. Mais je ne suis pas rentrée dans C'est pas la solution non plus. Oui, non, c'est pas la solution. Mais bon, je veux pas qu'on me propose d'alcool. Allez, plus de vie sociale. Mais j'ai pas pu rentrer dans un bar avant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai pas pu vraiment, pas une seule fois rentrer dans un bar, je ne pouvais pas. Et la première fois que je suis rentrée, je me souviens, c'était toute la soirée, c'était assez compliqué. Et puis, il faut tenir dans la nuit, il faut tenir dans le temps. Et on est là, moi, je bois du soda, j'en ai marre de boire du soda, en fait. J'ai découvert, après, j'arrête. Dans les bars, il n'y a pas des propositions immenses en sans alcool, sincèrement, et pas cher. Alors, il y en a un peu de plus en plus, j'ai l'impression. Les mocktails. Les mocktails, oui. Mais les mocktails, c'est bon, c'est très bon, mais c'est très... Et puis oui, c'est sucré, et ça a un prix par rapport à une bière ou un verre de vin. C'est 2 fois le prix, sincèrement. C'est le prix d'un cocktail avec de l'alcool. Donc on se dit, mais c'est pas normal, en fait. Ouais. Mais la pression sociale, la pression de la société, elle est très, très forte. Et il faut tous les jours des repas de famille ou n'importe quelle chose, un mariage, ou je veux dire, c'est ne pas boire d'alcool, c'est vraiment c'est compliqué. C'est la double peine. C'est la double peine, oui, voilà. L'alcool est omniprésent, en fait, partout, oui. Elle est omniprésente, et puis les gens, vraiment, vous forcent à... pas méchamment, c'est rien de méchant, mais puis même, des fois, j'ai des amis... Ils me disaient, on fait une soirée, donc quand j'ai recommencé à sortir, mais par contre, il y aura de l'alcool, est-ce que ça... Oui, c'est bon, c'est mon problème. J'arrive avec mes canettes de soda, parce que du coup, maintenant, je prends... T'apportes tes boissons, comme ça, oui, parce que j'ai une canette, c'est ce que je disais, en repli, en fait, j'ai un soda particulier, d'un parfum particulier que je bois quand je vais pas bien, j'ai tout ça dans mon frigo, j'ai ça dans ma valise, tout ça. C'est une béquille aussi. Oui, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas très safe, mais en tout cas c'est une meilleure béquille qu'autre chose. On est d'accord. Et en soirée, du coup, oui, on me disait mais il y aura de l'alcool. Mais je fais c'est pas grave là, il y a de l'alcool, t'embête pas. Mais pareil, il faut mon cercle, mon entourage doit réapprendre avec moi à composer avec quelqu'un sans alcool. Voilà. Ouais, j'allais te demander aussi comment ça s'est passé justement avec ton entourage dans cette période d'alcoolisme, d'addiction, et par la suite. Alors pendant cette période, je me cachais, donc ils l'ont pas su. Pourtant, je vois très souvent ma famille, mais quand je buvais très très fort, genre le soir, je mettais les mécaniques, j'envoyais un message en disant je suis occupée, des choses comme ça. Pour pas qu'ils t'appellent, par exemple. Pour pas qu'ils m'appellent. Oui, pour pas qu'ils m'appellent, parce que j'ai une grand-mère qui m'appelle tous les soirs. Et je l'appelais avant. Je l'appelais avant, comme ça, je pouvais commencer. Dès que je l'appelais,
Après, c'était bon, je pouvais y aller. Et donc oui, mais mon entourage l'a pas su. Et puis quand je buvais, parce que les images, en fait, c'est aussi on finit les verres. Et moi, je finissais tous les verres. Tous les verres, je les finissais. Il y avait une bouteille qui traînait dans le frigo des parents, je finissais la bouteille, mais c'était des petits verres. Je buvais deux petits verres, ça va. Hein, c'était pas les. Mais c'est des petits trucs comme ça qu'ils n'ont pas vu en fait. Mais moi, je finissais tout. Voilà. Donc. C'est toi qui leur as dit au bout d'un certain temps? Je leur ai dit oui. Alors après, il y a eu les mutilations. Donc les mutilations, je pensais qu'on les voyait pas, mais on ne voyait que ça. On est tellement dans la... Donc c'est ça qui a mis la puce à l'oreille à plein de gens, y compris mes amis et mon travail aussi, parce que c'est important pour moi. L'alcoolisme, c'est venu après. Mais en fait, ils m'ont jamais vu sous. Ils m'ont jamais vu. Comme c'est très solitaire, c'est venu après en parlant, mais encore maintenant, c'est assez tabou. Voilà. Ils ne savent pas que je suis là aujourd'hui. C'est encore plus courageux de ta part d'être là et de nous raconter tout ça. Tu as été super seule dans cette phase du coup, parce que tu ne pouvais pas aussi demander de l'aide auprès de ta famille. Aujourd'hui, tu as du soutien. Oui, j'en ai eu du soutien dans ma... Ils étaient là dans ma dépression. Enfin, ils savaient que j'allais pas bien, mais ils savaient pas comment faire. Et même mes amis voyaient les mutilations sur mes bras et savaient mon alcool, parce que j'en rigolais le lendemain en disant j'ai encore la gueule de bois aujourd'hui. Mais comment faire face à quelqu'un qui a des problèmes? C'est compliqué. C'est dur, hein. Ouais. Avec l'alcool, c'est vraiment difficile quand même aussi d'agir quand on est un conjoint, une conjointe, une famille. Oui, c'est une substance qui est quand même compliquée parce qu'au niveau social, effectivement, elle isole très très vite. Parce que soit on a honte, on ne veut pas être sous devant notre entourage, soit ça peut amener à des conflits, il y a plein d'autres choses. Donc très vite, on s'isole. Il faut savoir que il y a des aides possibles. Il y a le numéro d'alcool infoservice si on veut des renseignements. Et puis oui, il ne faut pas hésiter à pousser la porte des CMP, des services d'addicto. Il y a le médecin généraliste, il y a plein d'aides possibles. Et aujourd'hui, du coup, tu te sens mieux? Tu as réussi à... Bon, alors on a compris que tu es sortie de l'addiction, que tu ne consommes plus d'alcool. Tu te sens mieux globalement dans ta vie? Oui, là, du coup, je disais tout à l'heure que... mon dernier verre, c'était le 22 août 2023. Donc là, ça fait 1 an que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Et du coup, j'en suis déjà très fière. Je suis très fière de moi. Et oui. Non, mais c'est difficile de dire parce qu'on a tellement été pas bien dans sa vie que... Enfin, voilà. Et après, oui, j'ai vraiment eu de la chance d'être suivie. Je me souviens quand le premier rendez-vous de la psychiatre, elle m'a dit peut-être dans 2 ans, vous serez guérie. Je trouvais ça tellement loin. Je me suis dit, mais en fait, non, dans 3 mois, moi, je vais être comme avant. Et là, on est à 2 ans et demi. Et ça y est, là, je suis guérie. J'ai sevré tout ce que je devais sevrer. Et voilà. Et ça va avec, en fait, dans la vie sociale, ça va beaucoup mieux. Dans le travail, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Dans la famille aussi. Et puis aussi, j'ai un amoureux. Et ça, c'est génial en fait, parce que j'ai un amoureux, parce que j'ai réussi. On peut pas trouver quelqu'un pour se sauver, il faut se sauver par soi-même. Et il est arrivé à un moment donné où j'étais prête en fait à l'accueillir. C'est hyper positif, encourageant, parce qu'on comprend bien que tu peux tourner la page et enclencher un nouveau chapitre dans ta vie. C'est ça. Avec, rempli d'espoir, quoi. C'est ça. Alors après, l'alcool, il sera toujours là. Ce que je voulais dire, c'est pas tout beau, tout rose, en fait. Là, on parle, enfin, voilà. Moi, je sais que l'alcool, elle sera toujours là. C'est ma béquille. Chacun a sa béquille. Moi, ça sera ça. Mais maintenant, je l'ai identifié. Je sais que c'est ça et que, du coup, je vais devoir vivre avec. Ma psychiatre me dit peut-être un jour, dans 10 ans, peut-être que, en fait, l'alcool, en tout cas dans votre cerveau, ça sera plus pas synonyme de souffrance, mais synonyme de plaisir.
Bon, pour l'instant, je n'y crois pas trop, mais, mais je lui fais tellement confiance que je dis OK. Mais voilà, c'est toujours là et j'ai son petit soda, ces petits trucs. Je suis encore, parce que je veux dire aux gens, là par exemple, le soir, je suis encore ne pas aller dans une supérette quand je suis toute seule. Parce que ça me rappelle trop quand j'allais chercher ma bouteille tous les soirs. T'évites de te mettre aussi dans des situations risquées. Pas encore risquées. dans ces situations risquées. Mais c'est pas sympa en tout cas. Ça, c'est important, effectivement, quand on devient abstinent, d'identifier les causes de rechute possibles. Donc là, elle a identifié supérette et elle a mis en place justement un comportement d'évitement. Pour l'instant, je ne vais pas dans cette supérette parce que je sais que là, je vais rechuter. Donc ça, c'est important quand on arrête, c'est de faire de la prévention des rechutes. Et dans la prévention des rechutes, c'est identifier tout ce qui pourrait causer mes rechutes et essayer de mettre en place soit un nouveau comportement ou voilà, qu'est-ce que je peux faire à la place. Des aliments, moi il y a des aliments que je prenais quand je buvais parce que je préparais mon petit plateau et tout, enfin c'était vraiment je ne peux plus les manger. Ça me rappelle trop, peut-être ça reviendra, mais c'est ça, c'est des aliments, c'est ces petites habitudes. C'est niet, c'est zéro, on prend pas de risque. On prend jour après jour. Oui, vraiment. Voilà, c'est jour après jour et on voit comment on avance, faut pas viser trop haut, c'est des objectifs atteignables et voilà, journée après journée est une victoire. Ouais, on comprend que ça prend du temps, hein. Voilà, on ne sort pas d'une addiction comme ça en claquant des doigts, d'autant plus avec l'alcool où on travaille vraiment sur tout, enfin, dans toutes les addictions, mais voilà, avec l'alcool aussi, il y a, comme on le dit à chaque fois, ce lien, ce rappel avec la société, donc ouais, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. En tout cas, je disais aussi la peur de la rechute. Elle est là, mais il faut l'accepter en fait. Peut-être qu'un jour, je rechuterai. Mais c'est pas grave. Parce que je sais maintenant que... j'en ai parlé avec ma psychiatre aussi, mais je sais que maintenant, et le psychologue, je sais que maintenant je peux aller au-delà de ça. Et j'ai le droit de... Si un jour je vais vraiment pas bien, vraiment, j'ai le droit de rechuter au... Et puis maintenant, tu as toutes les ressources nécessaires autour de toi pour t'accompagner dans ces moments. C'est ça. Mais ils étaient là avant, j'entends. Mais maintenant, tout va mieux. Tout va mieux parce que je vais mieux. Voilà. Caroline, bravo déjà d'avoir eu ce parcours, d'avoir réussi à surmonter tout ça. Et merci mille fois pour ton témoignage qui, je suis certaine, va résonner auprès de beaucoup de personnes, certainement qui s'interrogent sur leur consommation de l'alcool ou qui ont déjà identifié une addiction et qui ne savent pas comment faire, comment s'en sortir. Et puis même pour les proches aussi, c'est important de comprendre tous les mécanismes. Donc voilà. Merci vraiment pour tout. Merci à toi Marine, merci. Et puis merci Katie, encore une fois pour ton expertise, tous tes éclairages très intéressants. Merci. Et je voudrais juste rajouter, surtout, il ne faut pas avoir honte, parce qu'on peut avoir honte de l'alcool. Et non, ce n'est pas une honte. Donc voilà, allez demander de l'aide, c'est trop important. Ouais, comme tous les troubles, maladies psychiatriques, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a une souffrance et vous avez besoin d'aide et de soins particuliers spécifiques. Donc voilà, allez demander de l'aide. Justement, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous cherchez de l'aide, je vous partage des ressources utiles dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, si tu as envie d'en découvrir d'autres, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et je te propose de voir aussi cette vidéo sur un autre sujet ou celle-ci.